Étienne Tricot, architecte, ingénieur, dans mon parcours cofondé avec Jean-Marie Dutilleul et dirigé AREP, qui est une structure d'études qui réunit un peu hybride, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des designers, des programmistes, autour de l'espace public et particulièrement celui de la mobilité, puisque AREP est une filiale de la SNCF et a été conduit à travailler sur des gares, bien entendu, en France et à l'étranger, dans des tas de cultures différentes et aussi sur des grands équipements publics. Architecte et ingénieur. En fait, l'architecte conçoit des espaces qu'il délimite à l'aide de matières, de matériaux. Et l'ingénieur met en place des systèmes qui contribuent au confort de ces espaces. C'est ça les deux métiers, qui ont un objet commun qui est la création de ce bâti, que ce soit des bâtiments, des équipements, des espaces publics, des infrastructures, qui sont une intervention dans l'espace à l'aide de matières. J'ai eu la chance d'être ingénieur puis architecte dans mon parcours. J'ai travaillé comme ingénieur au départ au bureau d'études of Arup à Londres, avec un ingénieur extraordinaire qui pour moi est un des plus grands ingénieurs du XXe siècle, Peter Rice, sur des sujets structurels, qui m'a appris que être ingénieur, c'est concevoir des systèmes, comme je le disais tout à l'heure, des systèmes structurels, des systèmes qui contrôlent le confort thermique, hygrométrique, visuel d'un espace, des systèmes qui permettent de faire fonctionner un espace dans le respect de l'environnement. Donc, être ingénieur, c'est réellement concevoir, et un bon projet est un projet qui est conçu simultanément par un architecte et un ingénieur, qui ont finalement sur le même objet un regard croisé qui permet de faire des allers-retours entre des modes de pensée finalement différents. L'architecte est une personne qui cherche une solution juste à la position d'un problème. Qu'est-ce que j'appelle une solution juste? C'est-à-dire une solution qui se nourrit d'un certain nombre de contraintes de différents ordres, qu'elles soient matérielles, spatiales, symboliques, d'usage. Et l'ingénieur est quelqu'un qui cherche par un raisonnement déductif à partir d'un certain nombre d'objectifs et de voir comment, donc, comme je disais tout à l'heure, des systèmes peuvent se mettre en place et répondre à ces attentes. Et donc je pense qu'il y a une complémentarité extrêmement riche et qu'il est d'autant plus qu'on sait parler les deux langues. C'est pour ça que la double formation est quelque chose d'extraordinaire. Généralement, la double formation conduit quand même à avoir un parcours professionnel plutôt d'une couleur que de l'autre. On est plutôt ingénieur ou plutôt architecte, et c'est très bien comme ça. Mais ce qui est très important, c'est d'être bilingue et d'avoir cette capacité à avoir un dialogue fructueux dans la conception. Oui, je pense que cette démarche, comme disent nos amis canadiens, est très impliquante pour aussi bien l'architecte que l'ingénieur. C'est-à-dire que là aussi, on sort d'un schéma de pensée fin XXe siècle où on a un peu une relation presque client-fournisseur entre l'architecte et l'ingénieur qui vient après et qui vient fournir son étude en complément de celle de l'architecte. On passe de ce schéma de pensée à un autre qui est celui d'une équipe de conception très intégrée dès l'origine et où des regards croisés permettent effectivement d'avancer. Aujourd'hui, on est dans une période aussi où cette pensée commune autour du projet s'élargit parfois avec l'utilisateur final, le programmiste. Le programmiste qui est donc délégué par l'utilisateur final pour formaliser ses attentes en termes d'usage des lieux. Et on le voit, je pense notamment à tout ce que sont les appels à projets qui ont fleuri ces dernières années, qui ont nécessité que les équipes qui répondaient soient des équipes où il y a à la fois le commanditaire finalement, promoteur ou commanditaire parapublic parfois, l'architecte et l'ingénieur, qui ensemble, dans une équipe intégrée, vont concevoir un objet. Et je trouve que c'est des démarches extrêmement riches parce que, au lieu d'être
en séquentiel avec toutes les pertes en ligne qu'il peut y avoir quand on passe comme ça d'un acteur à l'autre. On a immédiatement cette démultiplication des effets, cette floraison, j'allais dire, des idées à partir de l'échange. Je pense que l'éco-conception ouvre un champ extraordinaire au dialogue architecte-ingénieur. Trop longtemps, le rôle de l'ingénieur a été un rôle en aval de celui de l'architecte. L'architecte disait quelque chose et disait à l'ingénieur structure, faites que ça tient. Un ingénieur climaticien, faites que les gens aient chaud l'hiver et frais l'été et pas l'inverse. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut raisonner de la sorte. Il faut, dès l'origine du projet, qui est bien sûr d'abord quand même dans les mains de l'architecte, qui doit prendre possession d'un site et qui doit commencer à esquisser une organisation spatiale qui réponde aux fonctionnalités que l'on attend sur ce site. Il faut que dès ses premiers pas, le regard de l'ingénieur porte sur l'objet qui est en train de se dessiner et que l'ingénieur puisse dire, attendez, pour qu'on puisse, avec un minimum d'impact environnemental, réguler les questions d'éclairement, les questions de renouvellement d'air, les questions de température, les questions de protection aux intempéries et de protection solaire. Tous ces sujets qui touchent à la manière d'habiter l'espace, d'habiter le monde dans des conditions de confort, mais avec un minimum d'impact environnemental, on voit que cette approche doit exister dès la jeunesse du projet, dès les premiers pas du projet. Et là, ça ouvre donc par rapport à une manière, j'allais dire, qui était devenue classique à la fin du XXe siècle, de concevoir et de réfléchir et de penser le projet. On ouvre là un champ qui me semble extrêmement vertueux et fructueux.